L'armée israélienne poursuit ses opérations de recherche en Cisjordanie, mais toujours aucune trace des 3 adolescents enlevés jeudi dernier. Une opération d'envergure serait en cours ce soir dans la ville de Naplouse. De nouvelles arrestations de membres du Hamas sont attendues. En Irak, les djihadistes se rapprochent de Bagdad. Des combats intenses ont lieu à quelques dizaines de kilomètres de la capitale irakienne. Les Américains réfléchissent toujours à l'option d'une intervention militaire aérienne. On en parle dans une seconde. Et puis le Brésil joue ce soir son 2e match à la Coupe du Monde de football. Ce sera face au Mexique. En cas de victoire, les Brésiliens pourraient se qualifier dès à présent pour les 8e de finale. À l'instant, la Belgique vient de battre l'Algérie 2-1. Et le débat du Grand Direct ce soir nous amène à nous intéresser à la situation en Irak. La communauté internationale est préoccupée, c'est le moins que l'on puisse dire, par ce qui est en train de se passer. Les djihadistes de l'EIL, l'État islamique en Irak et au Levant, gagnent du terrain. Ils ont un projet d'établir un califat islamique entre la Syrie et l'Irak. Et pour les en empêcher, eh bien, les options militaires sont évidemment sur la table. On va en parler avec Emmanuel Navon, bonsoir. Bonsoir. Professeur de relations internationales à l'Université de Tel Aviv. Et Ali Waked, bonsoir, analyste pour le monde arabe sur I24 News. Alors, la situation sur le terrain, en tout cas, semble toujours évidemment très confuse ce soir. Bagdad n'est pas prise, mais il y a quelques instants, on a vu un limogeage de plusieurs officiers haut gradés de l'armée irakienne par le Premier ministre. Est-ce que pour vous, il y a urgence aujourd'hui à intervenir, Emmanuel Navon ? Personnellement, je ne suis pas du tout optimiste sur la situation. Et une intervention pour faire quoi ? Pour arrêter ou pour ralentir l'avancée des islamistes vers Bagdad, ou bien tout simplement pour mettre fin à leurs menaces. Je ne pense pas qu'il soit possible aujourd'hui de mettre fin à leurs menaces par des interventions aériennes, parce qu'il y a là un problème de fond, qui est qu'il y a une révolte des sunnites contre le régime essentiellement chiite du Premier ministre Maliki, et que cette révolte est exploitée par les islamistes. Il y a une véritable frustration, un comportement également incompétent de Maliki, et les Américains aujourd'hui se demandent vraiment si cela vaut la peine de renvoyer encore des troupes. Pourquoi ? Pour ralentir le phénomène. Il y a là un problème de fond qui s'étend pas seulement à l'Irak, mais également, comme vous l'avez rappelé, à la Syrie, et qui aspire également à s'étendre à d'autres pays, dont la Jordanie par exemple. Donc je pense que je suis très sceptique personnellement sur l'efficacité d'une intervention militaire américaine, et il semble que le gouvernement américain lui-même soit sceptique. Ouais. Jean-Charles, moi je veux commencer par une déclaration qui a été faite ces dernières heures par le cabinet irakien, qu'il a révélé oui, au moins il a annoncé ce que tout le monde le savait, mais on parlait beaucoup moins. Le gouvernement irakien a officiellement accusé l'Arabie saoudite de financer et d'orchestrer toute cette campagne, toute cette guerre menée par les djihadistes. Le cabinet de Nouri al-Maliki a accusé l'Arabie saoudite. C'est vrai ou pas ? Et le Qatar également. Est-ce que les Saoudiens sont vraiment derrière ces djihadistes ? Les Saoudiens font sûrement partie de cette campagne, comme vient de le dire Emmanuel. Le Qatar aussi fait partie, mais c'est essentiellement l'Arabie saoudite qui exprime par cette campagne son mécontentement de la politique américaine. C'est un signe très important de la part de l'Arabie saoudite vis-à-vis des États-Unis. Disons, vous êtes en train de se rapprocher de l'Iran. Vous nous avez trahi dans le dossier syrien. Nous, on peut avoir notre agenda propre qui n'a rien à faire avec les intérêts américains. Les intérêts américains qui voient que Nouri al-Maliki et le pouvoir de la majorité chiite est pour le moment la garantie de la stabilité dans l'Irak. Les Saoudiens prennent maintenant l'Irak comme le champ de bataille contre l'Iran. Et c'est très intéressant de voir l'Arabie saoudite mener une guerre où il y a, vous savez, dans les centres d'intelligence arabes, on dit que l'Arabie saoudite se fait aider par les Pakistanais, par exemple, dans cette guerre. Donc cette guerre a une nature sectarienne, sunnite, chiite, beaucoup plus qu'on y croit. L'Iran
il y a une discussion, est-ce que l'intervention iranienne doit être exclusive à la demande du gouvernement irakien ou est-ce que ça doit faire partie d'une collaboration avec les États-Unis? Il y a une immense discussion au sein de la direction iranienne entre réformistes et conservateurs. Les conservateurs qui n'imaginent pas voir les soldats iraniens collaborer avec des soldats irakiens, même si la campagne américaine sera, comme l'a dit M. Obama, without boots, sans mettre le pied sur le sol ce serait les drones irakien. éventuellement. Mais c'est vrai que c'est assez étonnant quand même, Emmanuel Navon. Si on avait dit ça il y a quelques mois, on aurait dit mais c'est de la folie d'imaginer que les Américains et les Iraniens puissent s'entendre sur une intervention militaire quelque part. Oui, ça relève presque de la science-fiction. Ouais. Mais en tout cas, le gouvernement américain prétend qu'il ne s'agit pas du tout d'une coopération militaire, mais simplement de contact, alors même qu'ils sont en train de négocier avec des positions, comme on sait, très différentes sur le dossier nucléaire iranien. Mais il faut bien comprendre aussi que le principal soutien de Malaki aujourd'hui dans la région, c'est l'Iran. Que le principal soutien international de Malaki, internationalement, ce sont les États-Unis, et que sur ce point, en tout cas, il y a un intérêt commun, il faut bien le reconnaître, entre les deux pays. Maintenant, c'est sûr aussi, vous l'avez rappelé, c'est vrai, il y a le rôle de l'Arabie saoudite. C'est un conflit, au bout du compte, entre les chiites et les sunnites, qui implique les différents pays qui ont des intérêts contradictoires, en particulier l'Arabie saoudite et l'Iran, qui luttent chacun contre l'autre sur l'hégémonie régionale. Et l'un des principaux pays de la région, pas seulement Israël, qui craint la nucléarisation de l'Iran, c'est bien entendu l'Arabie saoudite. Donc c'est dans ce contexte qu'il faut comprendre ces contacts qui paraissent effectivement aberrants entre les États-Unis et l'Iran. Ouais. Comment, à votre avis, justement, on peut trouver un mode de fonctionnement entre Américains et Iraniens pour une intervention en Irak? Est-ce qu'à votre avis, ils vont s'entendre? Est-ce qu'il y aura une vraie collaboration ou est-ce que chacun va faire de son côté les choses? Je ne vois pas comment va s'effectuer cette collaboration, mais les djihadistes du Leil ont déclaré qu'ils veulent établir une continuité territoriale sur le sol irakien pour établir le régime qu'ils voient, pour faire face à la majorité chiite. Maintenant, les Américains ont lancé la campagne contre Saddam Hussein en 2003 sous le titre d'apporter l'égalité aux chiites, d'apporter la démocratie au peuple irakien. Et selon cette démocratie, la très grande majorité du peuple irakien a choisi le gouvernement de Al-Maliki, a choisi selon des motivations sectariennes. Ils ont élu chiites contre sunnites. Maintenant, la question, on a parlé de l'avancée des djihadistes de Leil dans le nord de l'Irak. Si jamais les États-Unis interviennent dans cette région, Leil est le joueur central, le joueur principal dans cette guerre qui se passe toujours en Syrie. Si jamais les Américains acceptent la demande, l'appel irakien de les bombarder, vous allez aider indirectement Bachar Assad. Donc la situation, le dilemme des Américains est beaucoup plus complexe. À mon avis, le choix de la communauté internationale, c'est entre ces djihadistes qui ont un agenda très clair. Bachar Assad, peut-être, c'est un régime dictatorial, mais c'est un régime qui pollue pas, malgré son conflit avec Israël, qui pollue pas l'atmosphère internationale, qui nourrit pas la région en hostilité sectarienne, alors que pour les djihadistes de Leil et leurs alliés, c'est clair, il faut se débarrasser des chiites, il faut se débarrasser des juifs, il faut se débarrasser de tout ce qui ne pense pas comme nous autres. À votre avis, Israël doit être préoccupé aussi de ce qui se passe en Irak aujourd'hui, Emmanuel Navon, ou pas? Je pense qu'Israël doit d'abord tirer les leçons pour elle-même. Lorsqu'on voit qu'aujourd'hui le Proche-Orient est en train de s'effondrer, que ces États-nations finalement artificiels imposés par les pays européens à la fin de la Première Guerre mondiale sont en train de se disloquer sous le poids de l'islamisme, c'est un phénomène régional. Et lorsqu'on parle d'établir un 23e État arabe au cœur d'Israël, alors même qu'on assiste à cet effondrement, à cet extrémisme religieux, il faudrait y réfléchir à deux fois. Maintenant, ce vieux dilemme également que les États-Unis auxquels les États-Unis sont confrontés aujourd'hui, à savoir soutenir des dictateurs nationalistes ou bien laisser la pression monter. On a vu effectivement le résultat en Irak, c'est-à-dire qu'à l'époque, je vous le rappelle,
l'administration Bush avait parlé de démocratiser, vous l'avez rappelé, l'Irak. On a vu les résultats. Vous savez, en sciences politiques, souvent, il y a différentes théories. Là, la théorie sur la possibilité de démocratiser un pays arabe, en tout cas l'Irak, a été contredite à coup d'une expérience qui a coûté des centaines de milliards de dollars et des milliers de morts. Malheureusement, l'Irak n'est pas démocratique. C'est un pays qui reste sectaire, avec les violences dont on vient de parler. Mais pour ce qui concerne Israël, pour revenir à votre question, Israël doit tirer les conséquences, en particulier sur cette pression qui est faite sur Israël depuis des années, de créer un 23e État arabe. Et on ne voit pas pourquoi il ne devrait pas suivre le modèle de ses voisins dans la région. Vous êtes d'accord, Ali Wakel? Non, tout à fait pas d'accord. L'Irak, il y a une diversité de la population, ce qui n'est pas le cas dans le cas du dossier palestinien. Mais Israël doit tirer... Moi j'ai une théorie selon laquelle chiites et juifs, leurs intérêts dans cette région sont beaucoup plus importants que l'on imagine. La bombe nucléaire de laquelle les Israéliens ont raison d'être beaucoup inquiets, elle veut servir l'existence des chiites en tant qu'une minorité dans cette région. Et c'est sur cette base-là d'ailleurs que Israël et le régime du Shah ont collaboré, deux minorités dans la région. Tirer de leçons, c'est pas dans la direction de faire la paix ou ne pas signer un accord de paix avec les Palestiniens, chose qu'il y a une unanimité dans la communauté internationale que c'est un conflit qui nourrit même les dossiers qui ne sont pas liés direct au conflit israélo-palestinien, israélo-arabe. Une partie des djihadistes, d'ailleurs, par exemple, dans l'enlèvement des 3 adolescents israéliens, vous savez, la branche palestinienne de Leil a déclaré a revendiqué responsabilité. C'est vrai, on en doutait. Mais les djihadistes, les salafistes qui se trouvaient en Syrie, en Afghanistan, en Irak, se tourneront un jour vers Israël. Et donc le choix que fait Israël maintenant d'être parti dans la campagne internationale contre Bachar Assad, que vous le voyez ou non, indirectement, elle sert les djihadistes contre un régime qui est à nature séculaire. Et ces djihadistes tourneront un jour contre Israël. Vous savez, dans les forums djihadistes, on parle que si jamais on réussit la campagne en Irak, la prochaine station pourra être la Jordanie. La Jordanie, c'est tout à fait un jeu différent. Ouais. Ouais, c'est une vraie menace. Alors, si on regarde la situation globalement, on voit aussi, par exemple, la Libye, qui est devenue aussi un pays plongé dans le chaos, avec aussi des groupes djihadistes. Est-ce que pour vous aussi, il faut englober finalement tout ce Moyen-Orient jusqu'à la Libye, en allant jusqu'à l'Irak, en passant donc par la Syrie? Est-ce que pour vous, il y a une vraie menace djihadiste qui s'installe là dans la région? D'abord, le phénomène est similaire dans la mesure où j'ai parlé tout à l'heure de l'effondrement de cet État-nation artificiel imposé sur auquel n'y croient pas ces djihadistes d'ailleurs. Je sais bien, mais c'est le phénomène auquel nous assistons aujourd'hui. Oui, puisqu'ils veulent ils remettent en cause cet État. L'un de leurs arguments est que ces États-nations ont été imposés par l'Occident et qu'ils sont contraires à l'islamisme. C'est la même chose que nous avons en Libye. La Libye, c'est quoi? C'est un pays complètement artificiel qui a été créé au ministère italien des Affaires étrangères dans les années 30, qui s'est effondré dès l'instant où Kadhafi a perdu le régime. Et qu'est-ce qui émerge sous cet effondrement de ces États artificiels? C'est encore une fois cet islamisme qui veut englober le monde musulman. Et donc le phénomène est le même, qu'on soit en Afrique du Nord ou au Proche-Orient. C'est un phénomène similaire. Et c'est là où je dis qu'encore une fois, il n'y a pas effectivement de solution militaire. Souvent, nos amis, ou soi-disant amis occidentaux, aiment nous faire la morale sur l'absence de solution militaire. On peut leur renvoyer le compliment en disant qu'effectivement, en Libye, effectivement, la France est intervenue avec la Grande-Bretagne. On a vu le résultat. Il n'y a pas de solution militaire, effectivement, à ce problème de fond qui est la révolte de l'islamisme contre ces États-nations artificiels imposés par l'Occident. Ouais. Et on a vu qu'aujourd'hui, donc, les Américains ont annoncé la capture de celui, chef islamiste, qui serait responsable de l'attaque du consul américain. Et vous savez, ce monsieur, selon certaines sources, faisait partie du network américain qui visait à l'époque de faire renverser Kadhafi. Donc, ce jeu, c'est
paris américains sont un peu bizarres ces dernières années. La doctrine Obama est de moins en moins comprise. Mais je vais compléter ce qu'a dit Emmanuel. Depuis le 19e siècle, depuis le début de l'effondrement de l'Empire ottoman, il y avait cette discussion entre continuer ou essayer un nouveau modèle islamique ou aller plutôt vers le nationalisme arabe, vers l'État-nation. Vous savez, officiellement, le dernier titre du sultan turc, c'était le calife. Et jusqu'à présent, il y a des islamistes arabes, des islamistes modérés qui appellent pour rétablir la calife, et ils fêtent chaque année l'effondrement de l'Empire ottoman comme le jour où le dernier calife a arrêté de fonctionner comme le chef des musulmans. Donc il y a une décision que le monde occidental doit faire. Il ne doit pas jouer la morale pour les Arabes. Il ne doit pas savoir ce qui est l'intérêt des Arabes, mais non plus, il ne doit pas établir des régimes satellites qui pensent qu'ils peuvent le servir pour un laps de temps, pour une certaine période, alors qu'à long terme, tout le monde est en train de payer cette politique occidentale. Merci beaucoup, Ali Waked, merci beaucoup, Emmanuel Navon. Merci. Dans un instant, je recevrai un ancien ministre français qui lui aussi est en visite en Israël et a des choses à dire là-dessus. A tout de suite.